We're entering an era in which our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point in time, even if they would never say those things. So, for instance, they could have me say things like, President Trump is a total and complete dipshit. Ces mots, Barack Obama ne les a jamais prononcés. C'est l'acteur américain Jordan Peele qui les a mis dans la bouche de l'ancien président des États-Unis. Cette vidéo est un deepfake, une technique de synthèse d'images basée sur l'intelligence artificielle, un nouveau phénomène qui se répand sur Internet. En Chine, l'agence de presse de l'État a déjà mis au point un journaliste virtuel capable de présenter le JT. Depuis quelques années, ces deux mots défraient la chronique. Intelligence artificielle. Aujourd'hui, elle se glisse au plus intime de nous-mêmes, jusqu'à reproduire nos pensées. Aucun domaine ne lui échappe. Elle apprend déjà à conduire nos voitures. Elle pilote des robots qui travaillent plus dur que nous. Tous les jours, nous glissons dans nos poches notre smartphone, objet indispensable mais qui s'avère être aussi un véritable mouchard. Les applications que nous téléchargeons combinent collecte et utilisation de nos données, nous faisant confondre IA et tracking. Sommes-nous donc sûrs de bien la connaître ? L'intelligence artificielle, véritable béquille invisible, est aujourd'hui présente dans chaque moment de notre journée. De cette constatation découle une question primordiale. L'IA, mythe ou réalité ? Est-elle un moyen de collecter nos données ? Nous avons tenté de comprendre ce phénomène. Aujourd'hui, nous nous retrouvons inondés de nouvelles technologies sur un marché ultra concurrentiel. En corrélation, on constate une augmentation du temps d'écran des individus, passant de plus en plus d'heures sur des applications et notamment sur les réseaux sociaux, en scrollant des centaines de fois par jour. C'est un geste du pouce qui n'a pas de fin. Il vous rend addict parce que vous êtes incapable de dire si vous le répétez depuis 5 minutes ou 2 heures. C'est lui qui fait défiler les pages Facebook, Twitter ou Instagram sur votre écran, sans aucune limite, comme si elles venaient d'un puits sans fond. C'est le scroll infini. Dans une société de zapping, les utilisateurs ne lisent pas les conditions générales reliées aux applications. La collecte de données se fait alors naturellement et de manière exponentielle. Nous sommes sur écoute partout, pour le grand plaisir des GAFAM et autres géants du numérique. Dis Siri, envoie un message à Océane. Que souhaitez-vous dire ? Je pars bientôt. Votre message à Océane dit « Je pars bientôt, dois-je l'envoyer ?» Oui, envoyez. C'est comme cela que fonctionne l'application Siri. Pour pouvoir réagir à 10 Siri, le smartphone est obligé de nous écouter en permanence. À la maison, ce sont les assistants virtuels qui sont là pour satisfaire nos demandes. Ok Google, quel temps fera-t-il demain ? Le ciel sera partiellement couvert demain à Villeneuve-Loubet. La température maximale prévue sera de 16 degrés et la minimale de 9 degrés. Aujourd'hui, en plus de collecter nos données, l'utilisation massive de ces technologies provoque des dépendances qui sont au cœur de débats chez les scientifiques. Perte d'autonomie, troubles de l'attention ou encore du sommeil sont autant de conséquences qui découlent de l'utilisation de ces dernières dans notre quotidien. Prenons l'exemple du GPS, cet outil dont on ne peut plus se passer. Nous conduisons les yeux toujours rivés sur celui-ci, le symptôme d'une jeunesse qui ne sait plus se perdre. En effet, se déplacer sans GPS, c'est accepter de ne pas toujours arriver à destination ou pas dans les délais prévus. Mais dans une société de surconsommation telle que la nôtre, où la fast life est un mode de vie, difficile de prendre le temps de se repérer dans son environnement. Pour en savoir plus sur ses conséquences, nos équipes ont contacté par téléphone une psychologue clinicienne qui a accepté de nous en dire plus sur les dépendances aux technologies et sur les symptômes qu'elles génèrent. À mon sens, dépendance aux technologies, c'est quelque chose qu'on peut voir malheureusement de plus en plus jeune parce que c'est quelque chose qui s'observe dès 10, 11 ans et parfois un peu plus tôt puisque les enfants aujourd'hui naissent quasiment avec des tablettes dans les mains. Que ce soit tout ce qui est ordinateur, jeux en ligne, etc. C'est quelque chose en fait qui est très très facilité. En fait, on va toujours encourager la personne à revenir avec des systèmes de récompense. Donc c'est une addiction qui va pouvoir se développer très rapidement et trop rapidement parce que trop facilement en fait.
Les symptômes d'une addiction à la technologie, ça peut être la même chose que n'importe quelle autre addiction. On va souvent avoir un comportement qui va être agressif et quand on parle de sensation de manque, on va avoir les sujets qui vont être irritables, qui ne tiennent pas en place, avec des impulsivités et en général un tempérament qui n'est pas du tout le leur d'habitude, quoi. Dans l'absolu, on va plus retrouver des hommes avec une moyenne d'âge qui peut être de 25-45. J'ai déjà reçu des jeunes patients et un peu moins jeunes qui étaient effectivement dépendants au téléphone ou dépendants aux écrans et aux jeux en ligne. Si l'IA n'est pas directement liée à l'addiction aux nouvelles technologies, elle n'en reste pas moins susceptible d'endommager notre intellect. Néanmoins, aujourd'hui, l'IA reste un terme vague qui suscite des confusions. Nous sommes donc allés à la rencontre de ses utilisateurs pour appréhender leur vision de l'IA. Le progrès. La collecte de données. Alexa. Très prochain. L'avenir. La technologie. L'avenir. Innovation. Et les maisons connectées. Les robots qui collectent les données. Google Home. Une IA, on considère que c'est une intelligence artificielle, et le mot artificiel n'est pas là pour rien. C'est vraiment essayer de reproduire l'intelligence humaine. En tout cas, de donner l'apparence de l'intelligence humaine. Donc effectivement, aujourd'hui, des algorithmes qui reproduisent des actions humaines, effectivement, c'est assez, finalement, tu peux dire que tu en as partout, mais à la fois, ça reste un script qui répond à une action précise. Elle n'a pas d'intelligence en soi. La vision que se font les utilisateurs de l'IA, effectivement, est un peu biaisée, parce qu'effectivement, on met plus en avant le côté intelligent en s'imaginant une intelligence humaine, alors qu'effectivement, on est vraiment dans simplement une reproduction d'un comportement humain artificiel. La différence entre une IA et le tracking, du coup, c'est effectivement l'IA, finalement, n'est qu'un algorithme qui va, en fonction des données qui rentrent, donner un résultat. Donc, par exemple, par rapport à notre historique de navigation, il va donner une publicité plus ciblée. Voilà, donc ça va passer par un algorithme de traitement. Et à côté, effectivement, le tracking généralisé, effectivement, là, le but, c'est simplement vraiment emmagasiner énormément d'informations. Et effectivement, les deux sont liés, du coup, parce qu'effectivement, pour créer une IA, il faut bien la confronter à des données pour pouvoir l'améliorer et faire en sorte qu'elle soit la plus précise possible. Et effectivement, à partir de là, plus on a une base de données importante, plus on pourra faire mouliner du coup l'IA, l'algorithme de l'IA, pour faire en sorte qu'il donne le résultat le plus précis et le plus ciblé possible selon les souhaits du créateur. Selon les sites, effectivement, on a différents types d'informations. Que ce soit par exemple Google Maps pour de l'information finalement de la vitesse, des déplacements, les différentes trajectoires, etc. Et à côté, effectivement, pour la publicité, c'est par exemple sur Amazon. Selon les articles qu'on va regarder, effectivement, on aura une suggestion d'articles qui correspond à nos recherches. Voilà. Dans cet exemple d'une publicité Dell, on parle de l'IA comme un instrument pour faciliter notre travail en apprenant notre manière de réfléchir et d'écrire. Elle apparaît donc comme un assistant efficace, capable d'apporter un véritable soutien à son utilisateur. Ce terme renvoie à une série d'images mentales que nous possédons tous, où l'IA serait une sorte de robot sympathique et attachant. Une telle constatation interroge forcément sur les intentions des entreprises lorsqu'elles nous vendent de l'IA. À quel point sont-elles sincères lorsqu'elles nous en parlent ? Oui, effectivement, l'IA est un terme qui est assez vendeur, même s'il a le côté un peu de faire peur par rapport à l'imagerie de SF, mais beaucoup de gens savent très bien qu'on dissocie les deux. Donc, du coup, effectivement, l'IA, ça fait intelligent, ça fait, voilà, c'est vraiment l'outil qui s'adapte à nos besoins, etc. Alors qu'en réalité, on est plus sur des algorithmes qui ont été conçus en se basant sur tout un historique d'utilisation. C'est-à-dire que aujourd'hui, l'exemple de Dell, par exemple, sur un outil une IA qui va optimiser les performances de l'ordinateur en fonction de nos besoins, c'est juste qu'en fait, ça fait des années que les outils informatiques traquent l'utilisation des ordinateurs, traquent l'utilisation des logiciels, la gestion des performances, comment est géré l'ordinateur dans sa globalité. Et effectivement, à partir de là, ils ont pu créer une IA, du coup, un algorithme qui optimise les performances en fonction du logiciel utilisé. Mais on est juste sur de l'algorithme qui optimise, il n'y a pas d'intelligence. Notre vision de l'IA est biaisée. Utilisée à des fins commerciales, nous pensons la connaître et même l'utiliser au quotidien. Les assistants virtuels en sont un parfait exemple. En réalité,
L'IA n'existe pas car elle n'invente pas. Ce n'est qu'un algorithme codé par l'humain. On ne peut donc décemment pas parler d'intelligence. Néanmoins, ce que l'on croit être de l'IA plaît, attire et fait vendre, pour le meilleur et pour le pire. Direction Seattle. C'est ici que le premier magasin sans caisse ni file d'attente a ouvert ses portes en 2017. On doit cette innovation au géant américain Amazon, qui était déjà pionnier de la livraison par drone. Le concept d'Amazon Go ? Faire ses courses sans passer par la caisse. Lorsque vous entrez dans la boutique, vous devez vous munir de votre smartphone et le placer sur le tourniquet. Celui-ci va scanner un QR code lié à votre compte Amazon et vous pourrez ainsi entrer. Une fois cette étape franchie, vous pouvez choisir ce qu'il vous faut dans le magasin et vous en aller, tout simplement. Amazon comptabilisera grâce à des capteurs vos articles et débitera automatiquement les produits que vous aurez pris. Cependant, les innovations vendues comme de l'IA ont certaines limites et entraînent des dérives, comme c'est le cas en Chine. Pays souvent avant-gardiste, la Chine continue sur sa lancée. Après la reconnaissance faciale utilisée pour contrôler sa population, elle tente désormais de transformer ses enfants en super élèves, concentrés et surtout disciplinés. En effet, les salles de classe sont équipées de caméras intelligentes et de capteurs d'ondes cérébrales. Les enseignants saluent ces outils carburant à l'IA qui auraient amélioré les notes des élèves en renforçant leur concentration. Des parents s'inquiètent, et pour le gouvernement, les données connectées sont une mine d'or. Pour que les jeunes Chinois soient le plus concentrés possible, pas besoin de leur faire ingérer une pilule miracle. Il suffit de leur faire porter des casques qui mesurent les signaux de leur cerveau. Le casque en question, qui ressemble à un serre-tête high-tech, a été conçu par une start-up américaine. Il permet de visualiser les ondes envoyées par les neurones en temps réel, grâce à 3 électrodes. Chaque casque dispose aussi d'un voyant lumineux à l'avant. Si la lumière est rouge, il est très concentré. Si elle est jaune, il est concentré. Et si elle est bleue, cela veut dire que l'élève est relâché. Concernant les données sur l'activité électrique du cerveau de l'élève, elles sont collectées puis envoyées à l'ordinateur du professeur de la classe. Un logiciel génère aussi des alertes en temps réel sur le niveau d'attention de chaque enfant et délivre un rapport d'analyse à la fin de chaque cours qui est aussi transmis aux parents. Heureusement en France, des institutions comme la CNIL limitent les dérives et permettent de sanctionner ceux qui pourraient s'aventurer à passer au-dessus des lois. Néanmoins, cela s'arrête à la collecte des données avec pour seule réglementation la RGPD. Ce n'est pas le rôle de la CNIL de protéger les Français face à l'IA, puisque l'IA est à la fois peut être bonne, peut être bien utilisée, elle peut être mal utilisée pour traiter les données personnelles des individus. Donc ce que la CNIL va chercher à faire, c'est traiter au cas par cas des affaires dans lesquelles on constaterait des manquements à la réglementation, mais pas forcément vis-à-vis de l'utilisation de l'IA, qui est quelque chose de très très général. Mais est-ce qu'il faut encadrer l'usage de l'IA ? Ça, c'est une question, à mon avis, qui n'est pas tranchée aujourd'hui, et c'est beaucoup trop large. La législation n'est pas nécessairement bien faite. Elle peut parfois être complexe, elle peut parfois être évidemment détournée. Donc c'est pas parce qu'il y a une législation qu'elle est nécessairement ni bien faite ni efficace. Les outils et le meilleur moyen de protéger les données personnelles des individus, c'est d'une part de ne pas les communiquer, et si on doit les communiquer, il faut les chiffrer. Notre vie privée est exposée aujourd'hui à des risques. Elle est parfois malmenée du fait d'une intrusion de certains systèmes qui n'ont pas à aller à des endroits où ils n'ont pas regardé, mais aussi face au manque de vigilance des utilisateurs. C'est ces deux facteurs combinés qui font qu'aujourd'hui, il y a des risques. Les entreprises éthiques qu'on peut recommander pour la protection des données, je vais donner quelques exemples, mais c'est d'abord celles qui, par exemple, publient le code source de leur logiciel sur Internet, de sorte à ce que des tiers puissent vérifier que le fonctionnement de ces outils ne soit pas dévoyé. C'est beaucoup plus transparent de publier son code source. On peut citer par exemple Signal, le logiciel de messagerie dont le code source est ouvert. Firefox, qui est un navigateur internet qui lui aussi a un code ouvert dans lequel on peut se plonger pour vérifier que le navigateur n'envoie pas nos données à n'importe qui, etc., etc. Sur l'avenir de l'IA dans ces prochaines années, c'est qu'il va y avoir des oppositions de plus en plus fortes entre, d'une part, les géants du numérique qui vont continuer à essayer de valoriser les données qu'ils peuvent collecter un peu partout, les utilisateurs qui vont s'inquiéter de plus en plus de l'usage qui est fait des données qu'ils fournissent, et puis aussi les États qui vont vouloir conserver la mainmise sur tous ces dispositifs, parce qu'on remarque que c'est un pouvoir qui leur échappe de plus en plus. Il y a aussi il y a quand même deux trucs qu'il faut distinguer dans l'usage des données personnelles. C'est valoriser les données personnelles des gens pour leur filer de la pub.
Ça, c'est une première grosse valeur. Et la deuxième grosse valeur, c'est en effet Cambridge Analytica, c'est massifier des données personnelles pour manipuler des opinions et des élections, etc. Ce qui est beaucoup plus sournois dans la deuxième, vis-à-vis de la manipulation de l'opinion, c'est que ça cible pas quelqu'un en tant que tel, ça cible une population, un pays, et c'est fait de manière très 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 pernicieuse. Sur le moment, ça passe comme une lettre à la poste. Notre monde n'est pas parfait, et les innovations actuelles en sont sans doute la meilleure représentation. Elles penchent parfois vers le meilleur, parfois vers le pire, mais jamais d'elles-mêmes. En réalité, aujourd'hui, l'intelligence artificielle n'existe pas. Ce sont les humains qui contrôlent tout. Il n'y a aucune intelligence. Nous créons les algorithmes, nous choisissons les applications et la data. Toutes les intelligences artificielles se basent sur de la reconnaissance et de l'apprentissage d'informations, nous leur faisons absorber. On parle alors de machine learning et de deep learning. Plutôt que d'intelligence, il s'agit surtout de collecte de données. Finalement, nous possédons la connaissance, et aujourd'hui, aucune machine n'est capable d'en créer. Le futur de l'IA suivra l'évolution des valeurs de ceux qui auront le pouvoir de la mettre en marche. L'IA, presque un mythe, une réalité en construction, un futur à dessiner ensemble. Which can help understand problems and find ways to prevent negative consequences.